On va parler d'une application cloud native dans un secteur régulé, celui de la finance. On parle de conformité, de services financiers, d'architecture serverless, de transformation, de performance et de sécurité. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner dans les différentes applications de podcast, sur Apple Podcast, sur Google, sur Spotify, Deezer et tous les autres. Fin juin 2022, il y avait la conférence Vox Days à Luxembourg. J'avais le plaisir de pouvoir faire un talk et donc j'ai laissé traîner mes micros autour de la conférence Vox Days et j'ai rencontré Xavier et Jonathan. Xavier Ledune, CTO de Econou, Jonathan Bernales, architecte et DevOps d'Econou. Vous déployez un service financier régulé dans le cloud sous le nom Econou. C'est quoi ? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, Econou, c'est une start-up qui a été créée il y a 2 ans, qui est spécialisée dans l'épargne collective en France. Donc, elle tourne autour de 2 produits qui sont les produits d'épargne entreprise et les produits d'épargne retraite, qui ont été amenés suite à la loi Pacte il y a quelques années en France. Donc, si je suis un employeur, je peux choisir vos services pour proposer à mes employés une épargne retraite, Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, nous avons développé une plateforme qui permet à ces entreprises déjà de souscrire à un plan d'un assureur et de proposer différents services à ses employés pour pouvoir investir pour son épargne. Et vous avez tout construit sur AWS, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On Exactement. va parler de votre architecture. Vous êtes basé à Luxembourg. À Luxembourg, il y a, comme dans tous les pays, une autorité de régulation des marchés financiers, du secteur financier, qui s'appelle la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. Vous êtes régulé comme si vous étiez une banque, en quelque sorte. C'est pas vraiment comme une banque, donc on est une société d'investissement. C'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie, oui, exactement. Et à ma connaissance, vous êtes la première société régulée par la CSSF à Luxembourg à déployer en production sur AWS. J'espère que je ne dis pas de bêtises de ce côté-là. Ça veut dire quoi être régulé en tant que société d'investissement à Luxembourg ? Très concrètement, qu'est-ce que vous avez dû faire pour obtenir cette certification ? On a dû déjà s'aligner sur la circulaire cloud qui régule en fait les sociétés, les sociétés financières qui voudraient déployer leurs solutions sur le cloud. Donc il y a différents aspects auxquels on a dû faire attention, comme tout ce qui est protection des données. On a dû également s'assurer au niveau de la sécurité, pouvoir s'assurer d'avoir du MFA. On a dû également pouvoir répondre à une solution de sortie du cloud en cas de problème. Documenter un plan de sortie. Exactement. Donc, et budgétiser ça, exactement. En matière de disaster recovery également, il y a des exigences de la CSSF. Continuité de business. Oui, exactement, oui. On doit pouvoir s'assurer que le business continue si jamais, on ne le souhaite pas, mais un jour ou l'autre, Amazon disparaît de la surface du globe. Je pense que ce serait catastrophique, mais... Et donc, concrètement, il y a quelqu'un de la CSSF qui vient s'asseoir à côté de vous et qui vient auditer toute une longue liste de points. Oui, on a des auditeurs qui viennent contrôler et qui nous posent des questions sur les process qui ont été mis en place pour s'assurer qu'on répond à ce qui a été inscrit dans le dossier d'agrément. D'accord. Et donc, c'est pas incompatible. On peut être conforme aux réglementations très strictes de la CSSF à Luxembourg et déployer sur AWS. Exactement. C'est tout à fait possible aujourd'hui. C'est même... le régulateur au Luxembourg est maintenant ouvert à ce genre de solutions. Il y a juste, il faut se conformer à ces exigences et essayer d'y répondre de manière la plus honnête possible. Donc si vous travaillez dans une banque à Luxembourg, que vous nous écoutez, je ne veux plus entendre l'argument qui dit que la CSSF interdit d'aller dans le cloud. C'est techniquement possible et faisable et vous l'avez fait. Alors vous avez choisi dès le départ d'être cloud native et pas partir sur une infra plus classique. Ça veut dire quoi pour vous être cloud native ?
Être cloud natif pour nous, c'est ne plus avoir. On a fait le choix du serverless pour ne plus avoir à être responsable de la gestion des machines de machines virtuelles ou d'une infrastructure on-premise, pour pouvoir se concentrer sur le code métier avant tout et d'aller rapidement sur le marché, donc pour avoir une solution qui sorte en production assez rapidement. Il y a plusieurs moyens de faire du serverless sur AWS. Il y a certains de nos clients qui utilisent Docker et qui déploient des clusters Fargate par exemple, qui sont serverless puisqu'ils ont juste Docker, ils ne gèrent pas le C2 en dessous. Il y a Lambda aussi, vous avez fait quel choix ? Nous on a fait le choix des Lambda. Parce qu'on voulait vraiment utiliser tout ce qui était service managé par Amazon. On n'avait pas spécialement envie de construire nos images Docker avec toutes les problématiques qui peuvent aussi en découdre, c'est-à-dire scanning des vulnérabilités, maintenance des images au fur et à mesure, les stocker dans un espace que Amazon propose aujourd'hui. Puis il y a toute la problématique aussi du redéploiement de ces images Docker. Donc on est parti directement sur une approche lambda où on a pu directement comprendre qu'on pouvait packager notre code et directement le déployer sur le cloud. Alors quand vous parlez de votre infrastructure, vous parlez de transformation de votre infrastructure, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé à Lambda en microservice tel que vous y êtes maintenant directement. Quelles ont été les principales étapes de votre évolution, de votre maturation dans le cloud ? On a d'abord, quand on a commencé, comme la plupart des gens font, c'est sur un monolithe. Donc je sais que c'est un peu bizarre d'avoir un monolithe avec des lambda. Un monolithe en lambda, donc une grosse fonction lambda qui faisait tout ? Non, c'est-à-dire une grosse stack SAM, donc parce qu'on utilise SAM pour déployer notre infrastructure. Donc on avait SAM, juste pour les gens qui nous écoutent, c'est un framework AWS qui permet de générer de l'infrastructure serverless à partir d'une description YAML, quoi. Je définis mes fonctions, mes bases de données, les liens entre tout ça, et il génère l'infrastructure. C'est un peu le CloudFormation du serverless. Oui, d'ailleurs, c'est CloudFormation derrière. Oui, donc on avait une seule stack avec toutes les ressources définies à l'intérieur. Donc c'est-à-dire on avait notre API Gateway qui appelait nos lambda, qui elle allait exploiter du storage tel que Dynamo ou S3. On s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était pas vraiment la bonne approche parce que à la fin on arrivait à un temps de déploiement qui avoisinait les 45-50 minutes. Waouh. Ce qui n'est pas très flexible en production quand tu dois déployer un bug urgent, c'est pas idéal. Oui, ça limite le nombre de redéploiements qu'on peut faire. Exactement, et puis tout était couplé, donc c'est-à-dire que la moindre petite modification sur une lambda ou sur un service, c'était redéployer l'entièreté de la stack. Et puis on s'est heurté aussi à certaines limitations de l'API Gateway avec le nombre de passes qui commençait à devenir limite. Ah, donc le nombre de routes, exactement. Quelque chose, etc. On avait aussi un problème au niveau des nested stacks, donc c'est-à-dire dans CloudFormation, quand tu peux déployer plusieurs stacks à l'intérieur de ton template, tu as un nombre limite de nested stacks qui sont autorisés, et donc on s'est vite heurté à ce genre de problématique. Donc vous aviez réussi à créer un monolithe sous Lambda, ce qui est intéressant comme approche. Exactement. Aussi, ce qui prouve bien que l'approche serverless ne fait pas automatiquement du microservice. Il y a vraiment une question d'architecture. Oui, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, déjà, c'est je pense qu'il faut avoir une bonne vue sur le périmètre fonctionnel aussi de la plateforme. Là, on a fait un step back et on s'est dit, maintenant, ça, on a notre monolithe. Comment on va faire pour pouvoir bouger la solution vers quelque chose de plus modulaire? Et donc là, on a commencé à découper notre architecture par module fonctionnel. Et en faisant ça, tout de suite, il nous est apparu vraiment
clair qu'il fallait qu'on définisse un template de microservices pour éviter justement que chaque personne recommence à définir sa propre stack de son côté et d'essayer d'harmoniser les choses. Donc, plutôt que laisser les développeurs libres d'occuper le terrain, si je peux parler ainsi, vous avez très vite compris qu'il fallait mettre quelques lignes guides, quelques lignes directrices, donc avoir une équipe d'architecture cross-fonctionnelle. Oui, je sais pas si vous êtes très très grand, si vous avez des domaines différents ou des équipes de développement différentes par domaine fonctionnel. Oui. Et c'est quoi ces guidelines, c'est quoi ce framework que vous avez mis en place alors? En gros, ce qu'on a déterminé, c'est que donc on s'est dit un microservice pour nous, c'est une couche communication, donc que ce soit en synchrone avec un API gateway qu'on peut exposer ou avec une règle qui permet d'aller écouter des événements qui arrivent sur EventBridge. Ensuite, on a une couche computing. Donc là, c'est vraiment là où on définit les workflows métiers du microservice. Donc, dans un premier temps, on a eu l'approche de plugger les lambdas entre elles avec du SNS SQS. Et puis là, on s'est aussi rendu compte que c'est une bonne approche. Ça coûte pas, ça optimise les coûts, mais en point de vue visibilité et debugging du code, c'est un peu compliqué quand on commence à quel lambda appelle quel lambda. Exactement. Et donc suivre une requête de bout en bout. Donc là, directement, on est parti sur des step functions. Parce que pour définir un workflow métier, c'est super clair et puis vous avez une visibilité de ce qui se passe dans votre code. Donc quand vous allez voir la console des step functions, vous avez graphiquement l'évolution de votre workflow et ça veut dire c'est un gros avantage. La logique métier est codée en step function, on peut dire. Exactement. Avec des microservices qui sont appelés des fonctions lambda. Exactement. Donc en fait ce qu'on a choisi, donc ce qu'on a pris comme décision, c'est à l'intérieur d'un microservice, on fait de l'orchestration justement pour pouvoir définir ces workflows métiers. Donc je pense que pour ça, l'orchestration, c'est ce qu'il y a de plus clair et ce qui est de mieux. Via Step Function. Via Step Function. Et la communication avec les autres microservices se fait sur une approche chorégraphie, donc c'est-à-dire que c'est des événements qui sont envoyés aux autres microservices en disant dans mon workflow de métier, j'ai besoin que quelqu'un me calcule quelque chose, le microservice prend l'événement, le fait, va peut-être envoyer un autre événement à un autre microservice pour avoir le résultat et le renvoyer. En asynchrone. Et tout ça est fait en asynchrone, oui. C'est qui attend? C'est la lambda ou c'est Step Function? C'est la Step Function qui attend. Alors à ce moment-là, on a mis en place un système de wait sur la Step Function pour permettre d'attendre le retour du calcul à ce moment-là et de continuer le workflow par après. Tu as mentionné 2 fois EventBridge, je crois. Donc EventBridge, c'est un système de bus où une application, du code peut poster un événement. Exactement. Et puis d'autres peuvent s'abonner à des événements. Oui. C'est le mécanisme de communication interne entre les microservices chez vous? Oui, on avait regardé plusieurs solutions, mais puis EventBridge, il est natif, directement proposé dans les services d'Amazon et c'est extrêmement facile à mettre en place. Il y a, je pense, 3 lignes à mettre dans le fichier de description de ton infrastructure et tu peux directement lui envoyer des messages et listener dessus assez facilement. Alors Step Function peut appeler des fonctions lambda quand on fait de l'orchestration. Step Function peut aussi appeler directement des services AWS comme DynamoDB. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou vous vous obligez d'avoir une couche intermédiaire Justement, à l'époque où on a commencé à mettre en place les Step Function, c'était pas encore tout à fait intégré en direct. Donc c'est pour ça que pour le moment, on a encore beaucoup de lambda qui sont intermédiaires avec les autres services les autres services d'Amazon. Mais depuis, je pense maintenant quelques mois, on peut s'intégrer, les Step Functions peuvent s'intégrer avec plus de 200 services, donc on peut les appeler directement. Et ça, c'est clairement une voie d'amélioration sur laquelle on est en train de plancher pour le futur, pour pouvoir, je pense aussi optimiser les coûts, ne pas tout le temps appeler une lambda et pouvoir directement aller accéder aux services. Ça, ce sont des voies d'amélioration. Si je suis nouveau développeur chez Econou, je dois me taper une tonne de doc pour apprendre tout ça, ou vous avez mis en place des outils qui vont me faciliter la vie pour rentrer dans ce framework?
Justement, c'était le but aussi de mettre ce template de microservices en place. Ça permet à un développeur de pouvoir directement avoir tout le code template qui est fait pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'il va retrouver directement toute la structure du microservice avec la définition et un exemple d'API Gateway, de DynamoDB, de rule qui va listener un event bridge. Donc il a déjà tout ce qu'il faut en fait pour travailler, et il a déjà également la structure du code qui est faite. Donc c'est-à-dire on a pris une approche en couche à l'intérieur du code. Donc c'est-à-dire on a les lambdas, on a les repositories pour communiquer avec le storage, et on a la couche, enfin on a des services où la logique métier se trouve. Donc il a tout ça à sa disposition dès qu'il télécharge le template, enfin qu'il clone le template du microservice, ce qui lui permet très vite de pouvoir commencer à déployer son premier test s'il a envie dans son environnement. Oui. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, ça peut-être Jonathan pourra vous en parler par la suite, chaque développeur a un compte chez nous, donc on n'a pas vocation de brider les développeurs, donc on les autorise à tester tout ce qu'ils ont envie, donc ça je trouve que c'est la bonne approche, parce que ça leur permet très vite d'aller mettre les mains dans le cambouis comme on dit, et de pouvoir aller tester et se rendre compte de comment fonctionnent les choses. Ça m'intéresse, on peut peut-être creuser un tout petit peu l'aspect gouvernance, comment vous gérez ces comptes, comment vous les bridez, parce que je suppose qu'il y a quand même quelques rails de sécurité, disons, pour éviter les mauvaises surprises. Ça marche comment tout ça, Jonathan? Alors oui, tout à fait. Chez Econou, il y a une grosse culture de responsabilisation donnée à l'ensemble des développeurs et personnes qui travaillent avec AWS activement. Donc à partir du moment où une personne rejoint et va travailler sur l'infrastructure AWS, elle a accès à son propre compte de développement, et cette personne, elle est en quelque sorte administratrice de son compte. Donc elle est responsable des coûts que ça engendre, etc., etc. Donc la question est bien évidemment de ne pas laisser n'importe qui créer n'importe quoi et gérer son compte sans qu'on ait une vue dessus. C'est pour ça que nous on utilise le service AWS Organisation. On a un compte route qui nous permet de centraliser aujourd'hui, de gérer une trentaine de comptes. Les trentaines de comptes, dont une vingtaine sont des comptes de développement en fait. Et ça nous permet avec du single sign-on de provisionner des comptes, mais surtout de permettre à un développeur qui rejoint de nous assurer que seulement ce développeur il a accès à ce compte-là. Et vu qu'on gère tout ça sous forme d'une organisation, on a accès à un billing centralisé, et on a aussi bien évidemment d'un point de vue audit et sécurité des logs d'accès pour savoir si à un moment on doit investiguer quoi que ce soit, on a accès aux actions que n'importe qui fait sur toute notre infrastructure AWS. Vous avez quand même mis des balises de sécurité, enfin des alertes de billing par exemple si jamais quelqu'un fait une erreur. Oui, absolument. Ça vous est déjà arrivé. Absolument. Ça on l'a appris un peu comme on dit en anglais, the hard way. Donc on s'est retrouvé un jour avec une facture d'une 3 à 4 000 euros sur un compte de développement pour des services qui n'avaient pas réellement été utilisés. Et c'est là où on a une agréable expérience, parce qu'à partir du moment où on a contacté l'équipe de billing chez AWS et on a dit que c'était une erreur, on a été très rapidement accompagné et on a été recrédité sur cette dépense-là. Et depuis, vous avez mis en place Depuis, on a mis donc des alertes, tout à fait, et on monitore tous les mois, dès qu'on on met des seuils à 60% de notre seuil maximum, et dès qu'on a une alerte ou quoi que ce soit, on prend contact pour savoir s'il y a quelque chose qui a été oublié ou quoi que ce soit. Il y a des règles de sécurité, je pense au service control policy par exemple, pour éviter qu'un développeur se désengage de l'organisation ou change ses alertes de billing, oui, quelques trucs de base. Oui, c'est ça. Peut pas faire. C'est ça, bien évidemment. Quand on dit que le développeur, l'administrateur de son propre compte, c'est pas réellement, il n'a pas accès au compte route de son compte de développement, c'est avec du single sign-on, et c'est un rôle avec une policy IAM, c'est ça tout à fait, qui ne permet à cette personne de créer, elle le permet de créer à peu près n'importe quelle ressource, mais pas effectuer des actions plus destructives. Comme se désengager de l'organisation. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et un avantage que l'on a avec AWS par rapport à d'autres environnements où le développeur, finalement, il ne peut que bosser sur une toute petite partie de l'infrastructure. Là, on a des développeurs qui ont remonté la quasi-totalité de notre infrastructure de production sur leur environnement, et ça leur permet de faire vraiment des tests end-to-end, bien évidemment sans investir et faire des opérations financières, mais ça permet à tout développeur de
de monter en compétence et vraiment pas de se limiter à sa petite zone de développement, mais de comprendre comment marche le système. Alors on a parlé architecture avec Xavier, on a parlé infra avec Jonathan sur les comptes. Je serais encore parlé performance et sécurité dans ce podcast, mais avant ça, puisqu'on parle des développeurs, vous êtes en serverless, je suppose que la chaîne de développement, de déploiement, de test est automatisée aussi. Tu parlais de plusieurs déploiements par jour. On est en full CI/CD ici, comment ça marche, quels sont les services que vous utilisez, etc. Absolument. Donc au niveau de tout ce qui va être l'infrastructure, c'est de l'infrastructure as code. On utilise les templates CloudFormation et les templates SAM comme Xavier l'a dit. Les codes de nos lambdas sont aussi formalisés dans nos repositories. Donc il faut savoir que chez Econou, un microservice représente un repository GitHub. Donc pour s'assurer qu'il soit réellement indépendant, on travaille avec GitHub sur tout ce qui va être CI/CD. Et donc ce qui se passe, c'est que tout développeur, à partir du moment où il va faire une pull request, donc apporter des changements à un microservice, il y a un processus de validation par 2 autres pairs, donc soit 2 autres développeurs, soit une personne de l'équipe infra quand il y a des modifications d'infrastructure ou autre. Et au niveau de cette CI, il y a une première partie qui est assez intéressante, c'est de la validation sur la configuration de nos services. On a fait un espèce de linting, donc on s'assure par exemple que lorsqu'il y a un bucket S3 qui est créé sur un template, qu'il ne soit pas public, nous assurer qu'il soit exclusivement appelé par des services d'Econou et ce genre de choses. Ça c'est fait automatiquement au niveau du build time. C'est-à-dire qu'un développeur, il ne peut pas déployer sur un environnement d'infrastructure. Un bucket S3 public. Exactement. Ou par exemple, une API sans autorisation branchée à Cognito et ce genre de problématique. Donc sur cette partie-là, nous avons de la CI, mais nous avons aussi donc, de la CD, donc du déploiement en continu. Toutes les fins de sprint en l'occurrence, on automatise, enfin on déploie, on définit quels sont les microservices que l'on doit déployer pour une prochaine release. Et la totalité de ces services sont déployés automatiquement avec la CD. Il n'y a aucune opération manuelle d'infrastructure, de configuration ou de setup des services qui est faite. C'est-à-dire que les développeurs sont donc sensibilisés à effectuer du code robuste, mais aussi à configurer une infrastructure prête pour la production. C'est pas parce qu'on est en environnement test qu'il n'y a pas de sécurité ou ce genre de choses, quoi. Et ça veut dire qu'une fois qu'un pull request est accepté, et donc le build se fait, les tests se font, et puis vous avez encore un dernier bouton pour dire ok, je déploie cet ensemble de changements-là en production. C'est ça, tout à fait. Lorsque la pull request est faite, ça va arriver sur notre environnement de test. Et après, à partir du moment où on est prêt pour faire une release, c'est-à-dire à la fin d'un sprint, donc, on effectue toutes les 2-3 semaines. Toutes les 2 semaines précisément, on effectue donc une mise le démarrage d'une release, donc le déploiement de la totalité de ces changements sur l'environnement de staging, à travers lequel il va y avoir des tests un peu plus poussés. On a une équipe de QA, de Quality Assurance, qui va valider que tout se passe correctement sur l'infrastructure. Vous avez encore besoin de tests manuels, c'est ça qui vous empêche de faire du déploiement continu ? Oui, ça c'est être un challenge que nous avons auquel on fait face actuellement, c'est le fait qu'il est extrêmement complexe de tester une infrastructure complètement serverless, mais surtout une infrastructure microservice. Parce qu'on a du mal à cerner lorsqu'on fait une modification sur un microservice, comment est-ce qu'on s'assure de façon automatique qu'il n'y a pas d'impact sur d'autres microservices qui vont peut-être en dépendre. Et voilà, donc pour l'instant, c'est un travail qui est un work in progress, quoi. Alors, un des avantages des architectures serverless et orientées événements, comme vous l'avez décrit, c'est la scalabilité automatique. Quels sont les niveaux de performance que vous observez aujourd'hui ? Est-ce que c'est un souci pour vous, la performance ? Vous le monitorez certainement, mais est-ce que vous devez prendre des actions spécifiques pour adresser la performance de votre plateforme ? Alors, pour tout ce qui est corps métier, donc c'est-à-dire tous les flux qui se passent en asynchrone, la performance, c'est pas quelque chose qui nous freine parce que voilà, des flux asynchrones, du moment que ça prend pas 3 jours à s'exécuter, ça on n'a pas vraiment de souci là-dessus. Par contre, pour tout ce qui est API et communication avec nos applications mobiles et web, oui, ça c'est quelque chose sur lequel on fait attention. On a mis en place du monitoring parce qu'il faut savoir, c'est que à chaque stack de chaque microservice est associé une stack de monitoring également. Donc on a mis des règles en place pour pouvoir mesurer les temps de réponse de nos API. Dans l'environnement serverless,
quand vos API sont utilisées, vous n'avez pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour que les temps de réponse soient bons. Par contre, quand il n'y a pas beaucoup d'utilisation de la plateforme, il y a les phénomènes de cold start avec les lambda le fameux démarrage à froid de lambda. Comment ça se présente concrètement pour vous et comment vous tournez autour? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le Power Tuning d'Amazon, donc qui est une librairie open source. De mon collègue Alex. Exactement. Casalboni, que je salue. D'ailleurs, il ne nous écoute pas parce qu'il ne parle pas français. On l'a utilisé pour pouvoir mesurer un peu les temps de réponse de nos API, et à partir de là, on a un graphique qui sort et qui nous permet en fait de fine-tuner la mémoire, le CPU, et aussi de provisionner des lambda, ce qui permet pour certaines API qui sont souvent utilisées, parce que ça aussi on a fait un peu d'études de parcours, de voir les API qui allaient souvent être utilisées, on a pu mettre en place du provisioning pour qu'elles soient directement opérationnelle et qu'elle passe pas par ce cycle de cold start en fait. L'autre point dont tu parlais, c'est pour régler le problème de démarrage à froid, c'est de pré-provisionner, de demander à AWS de garder X containers, X lambda au chaud, prêts à réagir. Il y a un coût évidemment pour ça, puisqu'on garde des containers qui tournent là où on pourrait les arrêter. Mais donc vous faites ça sur les API qui sont le plus souvent utilisés chez vous? Exactement, oui. Jusqu'à ce qu'on détecte qu'il y ait suffisamment de charge d'utilisation pour qu'on n'ait plus besoin de forcément les provisionner. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ça a fait partie des évolutions aussi de l'environnement serverless chez Amazon. Il y a eu beaucoup de nouveautés, et ça justement le provisioning, ça a fait partie des nouveautés qu'ils ont apportées, puisque avant tu étais quasi obligé d'écrire une lambda schedulée qui allait triggerer tes autres lambda pour qu'elles se maintiennent à chaud, je vais dire. Et maintenant c'est entièrement configurable à partir de ton template CloudFormation ou dans la console pour les gens qui le font comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution du serverless et que j'ai trouvé très utile quand ils l'ont mis en place. Donc c'est un des gains que vous voyez d'une archi serverless, c'est vous monitorez la performance évidemment, parce que vous associez l'expérience de vos clients. Exactement. Mais c'est pas un souci au quotidien, non. La performance. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la sécurité? Alors la sécurité, c'est un sujet bateau, on peut parler chiffrement, bout en bout, stockage, authentification, il y a plein de choses. Mais globalement, d'abord vous arrivez aux exigences de l'auditeur et de l'autorité de certification des marchés ici à Luxembourg. Mais est-ce qu'il y a d'autres points auxquels vous payez particulièrement attention sur la sécurité de vos données, de vos accès? Ou des points pour lesquels le cloud AWS vous aide, qui ont rendu des choses plus faciles? J'ai un exemple, c'est celui que Xavier mentionnait, ou c'était toi, Jonathan, tu disais que vous avez des tests de sécurité, de configuration qui s'exécutent automatiquement. Tout à fait. Un bon premier exemple. Oui, je commence sur le point d'avoir choisi exclusivement des services en SaaS ou en PaaS chez AWS. Ça va nous permettre, c'est un choix qui est assez fort, comme on a pu le dire, très structurant. Mais ça nous permet de nous abstraire complètement de toute une charge de travail et de monitoring d'un point de vue de sécurité, qui est tout ce qui va être patching, la veille technologique, les vulnérabilités des différents systèmes que l'on utilise, parce que la totalité de ces éléments-là sont gérés par AWS. Donc étant donné qu'on s'occupe de lambda, AWS va se charger, le modèle de responsabilité partagée, va se charger de toute la sécurité de ce qui est en dessous, donc du runtime, des conteneurs qui est en dessous, etc. Plus à patcher un Docker ou un système d'exploitation, faire des Yum updates. Absolument. Et ça, d'un point de vue audit, mais surtout d'un point de vue agrément auprès de la CCSF, ça nous a permis de plier en quelque sorte ce point assez rapidement, puisqu'on dit, à partir du moment où au régulateur, on lui dit qu'on n'a pas d'instance et qu'on ne gère pas de l'infrastructure nous-mêmes, on est complètement affranchi de toute cette partie-là de monitoring, etc. Et le fait que AWS soit certifié lui-même selon des standards internationaux comme SOC 1, SOC 2, PCI DSS, pour parler que ceux du monde de la finance. Tout à fait.
Après, c'est à prendre aussi, c'est à prendre en considération. On s'affranchit de cette partie-là, mais c'est pas pour autant que l'on s'occupe pas du tout de la sécurité de notre infrastructure, comme tu l'as très bien dit. De responsabilité partagée. Tout à fait. Comme tu l'as très bien dit, au niveau des templates, on doit s'assurer que ce que l'on déploie, que ce que l'on configure soit correctement sécurisé. Et pour cela, nous, on utilise exclusivement de l'infrastructure as code et du linting. On a aussi AWS Config qui va nous remonter des alertes en cas où on aurait une ressource qui ne serait pas compliant. Mais le fait de pouvoir s'affranchir aussi, le fait de pouvoir auditer la sécurité au niveau du code au début du cycle de développement, donc cette approche shift left en quelque sorte, ça nous permet d'avoir une sécurité en quelque sorte de ce qui est déployé sur l'environnement de test, staging, etc. va être tout autant sécurisé, c'est justement ce qui va arriver en production, quoi. Donc on n'a pas de delta d'environnement qui soit plus sécurisé qu'un autre. Nos environnements suivent les mêmes standards de sécurité d'un point de vue infrastructure. Est-ce que pour être certifié, vous avez dû faire du pen test? Et si oui, ça marche comment? Parce que c'est pas du pen, vous n'avez pas d'infrastructure, donc ils ont essayé de pen tester quoi, AWS. Donc en fait, ils sont partis de nos applications front en l'occurrence, donc que ce soit de nos applications web app ou de nos applications mobiles. Et à partir de là, ils ont essayé de voir s'ils arrivaient à faire des versements en n'étant pas authentifiés, ce genre de mécanisme. C'est plus sur vos applications plutôt que sur l'infrastructure. Absolument. Puisqu'il n'y a plus d'infrastructure, ça a du sens. Tu veux rajouter quelque chose, Xavier? Oui, sur l'infrastructure, ils ont également essayé de détecter qu'on n'ait pas de S3 ouvert publiquement sur le monde. Et ils ont essayé aussi d'attaquer nos API. Pour voir si on n'avait pas des API non sécurisées ou si elles étaient sécurisées, si on n'avait pas des API qui faisaient des choses qui n'étaient pas censées se faire, comme de l'injection et ce genre de choses. Mais voilà, donc ça, c'est avec les bonnes pratiques de code et les bonnes analyses sur le code qu'on a, ça vous permet de limiter ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'environnement serverless te garantit déjà une certaine couche de sécurité nativement. Après, oui, comme disait Jonathan, il faut quand même faire attention. Une API qui reste ouverte, ça c'est toujours un point dangereux. C'est le modèle de sécurité partagé, exact. Sans parler serverless. Moi je donnais toujours l'exemple d'une instance EC2 Linux où vous installez Telnet et vous la laissez ouverte. Oui. Laissez le port Telnet ouvert à tout le monde. Voilà, la question c'est pas savoir si elle va se faire attaquer, c'est quand. Oui, c'est ça. Et on parle en heures. Ce risque-là n'est plus là sur le serverless. Oui, je rajouterais aussi le fait que quand on reçoit des tests d'intrusion, on n'a pas du tout la problématique ou la peur de se dire on n'a peut-être pas patché un service, tel ou tel service, et ils vont essayer de rentrer par notre serveur Apache ou je ne sais quoi. Avec la vieille version de PHP 4 qui va tout à fait qui peut encore arriver. On a parlé performance, on a parlé sécurité, on parle souvent des gens également, process et people, c'est les autres P qui sont importants. On a parlé de CI/CD. Est-ce que vous travaillez en mode full DevOps ou est-ce que vous avez encore une ségrégation entre run et build plus traditionnelle? Alors, en point de vue des développements et du déploiement jusqu'en prod, là on est en full DevOps. Cependant, pour la production, on a quand même notre agrément nous impose à ne pas donner accès à la production aux équipes de développement. Donc ça fait partie des règles de la CSSF. Un développeur ne peut pas aller sur le compte de prod. Exactement, donc là on a des personnes qui sont dans l'équipe de Run qui sont chargées de piloter, de monitorer la plateforme et qui en cas de problème sont là pour intervenir. Ceci dit, le serverless permet assez facilement d'investiguer les soucis et permet également aux développeurs, en cas de bug sur la prod, de pouvoir répliquer le problème assez rapidement sur un environnement totalement décorrélé de la prod. Il peut y avoir la même infrastructure qui tourne sur un compte de test ou même le compte perso dont on parlait du développeur. Exactement, et sans même avoir besoin de descendre de données de prod vers ces environnements-là. D'ailleurs, chez nous, les données de prod restent en prod et les autres environnements ont des données de test factices. Et
pour le moment, c'est un système qui marche assez bien. Donc, on a eu quelques interventions à faire et ça a été corrigé assez facilement. C'est intéressant cette approche de DevOps par choix de conformité, de manque de... je n'ai pas envie de dire de manque, de non-DevOps par conformité, ségrégation des rôles et des responsabilités. Oui, ça fait partie des règles qu'il faut respecter. Les règles du jeu qu'il faut respecter, exactement. Les auditeurs du podcast le savent bien, j'aime bien les retours d'expérience balancés avec les choses qui marchent bien. On a parlé de plein de choses qui marchent bien grâce à vos choix d'architecture cloud native serverless. Vous avez eu des mauvaises surprises aussi pendant le voyage ? Des mauvaises surprises, pas vraiment, mais oui, il y a des services comme par exemple Cognito qui a l'avantage d'être très bien intégré avec l'API Gateway, donc c'est-à-dire que pour définir pour protéger l'API, il y a juste qu'à mettre l'identifiant de user pool et c'est un peu la magie qui opère derrière, puisqu'il y a un authorizer qui est implémenté pour vous automatiquement et qui va vérifier les tokens. Par Cognito. Donc Cognito, c'est un service de gestion des utilisateurs, on va dire ça. Oui, c'est ça. Donc ça gère le username, password avec les flux de j'ai oublié mon mot de passe, exactement. Multifactor authentication par SMS ou par email, etc. Voilà. Mais donc quelques rigidités. Mais il y a quelques rigidités au niveau du service, comme par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution de backup des utilisateurs, donc il y a toujours la solution de passer par des lambdas pour pouvoir backuper les utilisateurs. Les profils, les noms, prénoms, adresse email, exactement, téléphone, oui. etc. C'est ça. Ça veut dire qu'au niveau de la compliance, SSF justement, ça pose. Ça, oui, c'était un point d'un point d'attention. Oui, il faut être capable de copier, de backuper les données. Donc Cognito, business. Exactement. Donc Cognito faisait partie des services dont on avait besoin de backuper ces données. Donc on a dû monter, je vais dire, une usine à gaz pour pouvoir basée sur des lambdas pour pouvoir backuper les utilisateurs et les restaurer. Et ça ne nous assure pas en fait que les passwords ne sont pas sauvés. Donc il faut redemander, il faut retriguer les passwords auprès de vos utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. C'est positif. Il n'y a pas moyen de sortir les mots de passe. Exactement. Ça peut être vu comme une limitation. C'est une limitation de la reprise de c'est oui, c'est ça. Puis il y a certains flux sur Cognito aussi qui sont un peu dont la documentation n'est pas vraiment très claire. Donc il faut vraiment passer du temps à expérimenter et à mettre vraiment ses mains dans le cambouis pour pouvoir, parce que la documentation n'est pas toujours alignée. Donc on a quand même passé pas mal de temps sur Cognito pour arriver à quelque chose de probant. Alors au début de ce podcast, je parlais de la conférence développeur Vox Days à Luxembourg, et Cognito et OAuth, c'est justement le sujet du talk que j'ai fait à Vox Days. Je vous mettrai le lien puisqu'ils publient les vidéos sur YouTube, donc si vous voulez en savoir plus sur Cognito, je fais un peu de pub pour moi. Vous pouvez aller voir cette conférence sur YouTube et vous comprendrez ce que c'est que Cognito, comment l'utiliser. Est-ce que le cloud va permettre, mais tout ce dont on a parlé, c'est en prod, vous êtes live, c'est un vrai retour d'expérience. Est-ce que le cloud vous permet de débloquer des cas d'utilisation auxquels vous n'avez pas nécessairement pensé avant? En gros, à quoi vous pensez pour demain? Ce qu'on pense pour demain, on a depuis l'été passé mis en place un lac de données, Data Lake, oui, basé sur le AWS Glue. Ça nous permet de remonter pour le moment des statistiques au niveau applicatif. Ça nous permet aussi de pouvoir définir des KPI business pour les équipes du suivi de prod et aussi peut-être les boards, le board de chez Econou, avoir une visibilité sur ce qui se passe d'un point de vue métier dans la plateforme. Le futur, c'est qu'on aimerait bien vraiment exploiter ce lac de données, c'est-à-dire peut-être avec des équipes de data scientists pour pouvoir mettre en place du machine learning, pour pouvoir apporter un peu plus de conseils à nos clients ou pouvoir vraiment exploiter cette donnée pour pouvoir en faire quelque chose. Donc pour le moment, vous collectez la donnée dans un Pour le moment, c'est ça. L'idée, ce serait dans le futur d'utiliser la capacité de calcul, d'apprentissage machine que fournit AWS pour tirer de l'information de cette donnée. Exactement. Puis ce qu'on aimerait bien faire aussi à terme, c'est essayer aussi de pouvoir analyser des documents
qui nous serait uploadé sur la plateforme. Avec Textract, exactement. Donc ça, c'est aussi des topics qu'on est en train d'explorer. C'est marrant parce que je fais beaucoup d'interviews dans le contexte de ce podcast et cet aspect exploitation des données, c'est toujours l'axe qui vient. Voilà, on a quelque chose, c'est fait, c'est construit, on est relativement content de l'archi qu'on a mis en place et dans le futur, c'est comment on peut tirer plus de valeur en exploitant les données qu'on a aujourd'hui. Exactement, oui. Mais ça nous permettra aussi peut-être d'améliorer aussi l'expérience utilisateur et en leur apportant un peu d'innovation avec, je ne sais pas, des notifications personnalisées ou ce genre de choses. Donc oui, je pense que l'exploitation de la donnée, c'est vraiment l'axe vers lequel on va se baser vers le futur. Et côté architecture, infra, il y a aussi des axes de développement, d'amélioration que vous voyez pour le moment. Comme je l'ai dit, les step functions, elles sont maintenant intégrées avec plus de 200 services chez Amazon. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose vers lequel on aimerait bien tendre, regarder s'il y a moyen de se passer de certains calls lambda entre la step function et la ressource qu'on appelle, pardon. Sinon, oui, on a encore quelques idées en termes d'évolution d'architecture, mais je ne vais pas trop garde pour soi. Le secret en dire sauce. Maintenant. Passionnant en tout cas comme conversation sur une architecture serverless, sur un monolithe serverless. C'est la première fois que j'entends le concept et comment on en sort également en adoptant des services plus event-driven pour parler franglais. Et comment ça s'applique également aux contraintes de performance, de sécurité, tout ça dans un environnement hautement surveillé, puisqu'on parle de l'environnement financier, à Luxembourg, où j'ai laissé traîner les micros du podcast AWS en français à l'occasion de la conférence Vox Day, ce qui avait lieu 21 et 22 juin, si je me souviens bien. Toutes les notes de tout ce dont on a parlé, les liens vers les services, vers les articles, les vidéos, vous les retrouvez dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Merci Xavier, Jonathan, respectivement CTO, architecte DevOps de Econou. Merci à Miguel de nous avoir mis en relation et d'avoir organisé l'enregistrement de ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.